La voix est libre. Épisode 6, droit et santé des femmes. Dans mon établissement, si tu es enceinte là, tu as contaminé les autres. Donc je vais arrêter mes études. Angela a tenté elle-même de mettre fin à sa grossesse avant d'être prise en charge par Médecins du Monde. J'étais enceinte, mais j'ai fait l'avortement. Quel âge tu as? J'ai 16 ans. Quand nous leur apprenons à lire et à écrire, c'est comme si elles sont ressuscitées. Parce qu'elles étaient presque mortes, presque oubliées, presque déconsidérées. Depuis sa création en 1980, Médecins du Monde intervient dans des contextes de crise auprès des personnes les plus vulnérables. De mission en mission, les humanitaires ont fait un constat récurrent. En temps de crise, les femmes sont davantage exposées. Violences sexuelles pendant les guerres, accès aux soins compliqués, contraception impossible, avortement interdit. Une crise économique, sociale peut aussi les fragiliser. Peu à peu, l'association intègre des volets féministes dans ses actions, jusqu'à mener un programme exclusivement destiné aux femmes. La première fois, c'est en Amérique latine sur la question de l'avortement. Sandrine Simon était à l'époque référente sur la santé sexuelle et reproductive. Ce serait intéressant, je pense, de parler de l'Uruguay, qui est un projet un peu atypique pour Médecins du Monde, qui a démarré en 2010, sachant qu'il y avait de nombreuses tentatives des associations féministes de faire en sorte que l'avortement soit légal dans le pays, mais ce n'était toujours pas le cas en 2010. Les associations locales, donc uruguayennes, voyaient un intérêt fort à la présence de Médecins du Monde en Uruguay pour les accompagner, pour les soutenir dans leur démarche et aussi pour faire une sorte de caisse de résonance de leur engagement en Uruguay qui puisse résonner au-delà de l'Uruguay et puis interpeller indirectement le gouvernement uruguayen par d'autres éléments qui pouvaient se passer plus largement en Amérique latine. Donc on a mis en place ce projet donc, d'accompagnement, de soutien même financier et méthodologique d'une certaine manière de ces deux organisations uruguayennes et de pouvoir être à leur côté pendant 5 ans. On s'est vraiment inscrit dans une démarche de réduction des risques, donner tous les conseils et toutes les informations nécessaires aux femmes pour qu'elles puissent avoir accès, quand elles le souhaitaient, à un avortement le plus sécurisé possible, compte tenu des conditions du pays. Et notamment, il y a eu la mise en place d'un réseau de pharmaciens conciliants qui donnait accès aux médicaments qu'on appelle misoprostol pour l'accès à l'IVG et dont on savait que le médicament lui-même était de bonne qualité. Je l'ai fait chez moi, calmement, avec ma mère et une amie. J'ai passé 6 ou 7 heures à regarder des films, à aller aux toilettes, regarder des films, aller aux toilettes. Et au moment clé où ça se passe, oui, tu te demandes. Qu'est-ce qui va se passer si je le regrette? Qu'est-ce qui va se passer s'il m'arrive quelque chose? Et puis ça passe. Ça passe. J'ai eu la chance de le faire avec ma mère. Et je pense qu'en tant que mère et en tant que fille, ça nous a unis beaucoup, plus que ce que vous pouvez imaginer. En 2012, le Parlement uruguayen vote la dépénalisation de l'avortement. Le président s'y oppose au dernier moment. La loi passera finalement 1 an plus tard, mais en ce qui concerne les droits des femmes, les avancées sont toujours fragiles et les reculs fréquents, surtout en temps de crise. Quand éclate une guerre, il faut parer au plus urgent et accueillir les femmes qui ont subi des violences. En général, on essaye de s'intégrer aux structures de santé existantes, quand elles existent encore. Parfois, on met en place ce qu'on appelle des cliniques mobiles pour aller au plus proche des populations, quand parfois les centres de santé peuvent être difficiles d'accès. Et dans le cas de ces cliniques mobiles ou de ces centres de santé, donc on va renforcer les compétences des professionnels de santé locaux, leur donner les moyens d'intervenir et les accompagner pour qu'il y ait une prise en charge globale des personnes. Donc à la fois médicale quand c'est nécessaire, psychosocial, c'est évidemment très important d'avoir une prise en charge en santé mentale et soutien psychosocial. Évidemment, on travaille aussi quand c'est possible et quand les conditions de sécurité le permettent avec les communautés pour pouvoir sensibiliser les personnes. Parce qu'un des grands enjeux sur ces questions de violence, c'est en premier lieu l'identification des personnes qui peuvent avoir subi des violences et le fait que les personnes sachent qu'il y a une prise en charge qui est disponible et puissent en bénéficier, qu'il n'y a pas de barrière à cet accès.
Et notamment dans le cadre des viols, c'est extrêmement important que les femmes puissent avoir accès au système de santé dans les 72 heures pour avoir toute l'offre de prévention, notamment la prévention du VIH ou la prévention d'une grossesse qui ne serait pas désirée suite à un viol. Rachel a connu l'horreur il y a moins d'une semaine. Ils étaient 4. Il y en a un qui m'a bloqué le bras et un autre qui m'a bloqué l'autre bras. Ils m'ont déshabillée. Ils se sont déshabillés et puis ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Encore aujourd'hui, j'ai mal au ventre. Et puis j'ai la tête qui tourne. Je suis venue ici parce que quand une femme se fait violer, elle se fait rejeter par tout le village. Il y a des rumeurs. En venant ici, j'ai fui cela. Sur le plus long terme, il faut profiter des périodes de paix pour informer les femmes sur leur droit à disposer librement de leur corps et les protéger des pressions sociales et du manque d'infrastructures qui mettent leur santé en danger. En République démocratique du Congo, par exemple, Médecins du Monde travaille avec l'association Afya Mama, qui veut dire santé des femmes en swahili, et qui parle contraception, avortement, consentement avec les jeunes femmes. Annie Modi est la présidente d'Afya Mama. La question reste toujours un tabou, parfois suite à des croyances religieuses, parfois suite à des tabous culturels, parce que la sexualité, on ne peut pas en parler alors qu'on en pratique quand même. Et un autre des projets phares que nous avons, c'est celui de la lutte contre le mariage précoce que nous menons à Kinshasa, mais aussi dans 6 provinces. Là, encore une fois, l'accent est mis sur les conséquences du mariage précoce sur le développement de l'enfant en général, mais sur la santé sexuelle et reproductive de l'adolescente en particulier. Je m'appelle Florence. Je suis en classe de 4e. J'ai 18 ans. En mai, j'étais enceinte, mais personne ne savait. Donc, je suis partie à la maison et j'ai commencé à prendre les médicaments traditionnels pour avorter la grossesse. Des feuilles. Quand j'étais là à avorter, je vomissais sang. Donc, mes soeurs m'ont envoyé à l'hôpital. Maintenant, la sage-femme, elle m'a placé sérum. Maintenant, elle dit qu'il ne faut plus recommencer à avorter. Que si elle recommence, elle va mourir à la grossesse. En République démocratique du Congo, une femme qui met fin à sa grossesse risque 5 à 10 ans de prison. La personne qui l'aide, 5 à 15. Et ce, malgré l'adoption en 2018 du protocole dit de Maputo qui autorise l'IVG dans certains cas. En attendant que changent les pratiques, Médecins du Monde intervient dans la prévention et la prise en charge des grossesses non désirées en partenariat avec Afya Mama. La collaboration avec Médecins du Monde France, il est vraiment horizontale, c'est ce que nous apprécions. Nous avons un partenariat qui va dans les deux sens. Nous avons bénéficié de beaucoup d'appuis techniques et financiers des Médecins du Monde France, mais en même temps, la demande ne suivait pas. Il y avait les produits, il y avait les prestataires formés, il y avait les centres, les infrastructures rénovées, mais les malades ne venaient pas. Les communautés ne venaient pas. Et notre travail dans la communauté, de la sensibilisation, des dialogues communautaires autour de ces questions difficiles, des questions considérées avant comme des tabous, la sexualité, l'avortement, l'hygiène menstruelle, les infections sexuellement transmissibles. Toutes ces conversations, toutes ces clarifications des valeurs ont permis à ce que la stigmatisation soit réduite, que les croyances des gens changent et qu'ils commencent maintenant à aller vers les services de santé disponibles. Les gens disent que la femme n'est pas faite pour aller à l'école, elle est faite pour aider la mère. C'est ce que les gens disent. Donc nous, on a dit que nous, on ne peut pas accepter ça parce que la femme, elle peut aller au-delà de cela. Elle peut fréquenter, faire des longues études et puis devenir quelqu'un aussi. Donc nous, on ne peut pas consommer cela, à ce que la femme ne puisse pas aller à l'école.
On sait l'importance de l'éducation des femmes pour les prémunir des mariages forcés, des grossesses adolescentes. L'éducation des hommes est aussi primordiale. Sandrine Simon. Il y a une dizaine d'années, dans un des projets, on a mis en place quelque chose d'un peu nouveau qui s'appelait l'école des maris. Il s'agissait en fait d'impliquer aussi les hommes dans toutes ces questions. C'est vrai que les structures de santé et la société en général, alors dans certains pays, c'est pas vrai dans tous les pays, excluent un peu les hommes de ces questions-là. Or, les hommes parfois sont très intéressés par ces questions et auraient bien envie d'en savoir plus et de pouvoir s'impliquer plus sur les questions de santé sexuelle et reproductive, aimeraient bien pouvoir aussi planifier pour leur famille quand est-ce qu'ils vont avoir des enfants, par exemple. Et donc, du coup, au Niger, on a proposé à des hommes qui le souhaitaient, qui étaient volontaires, d'avoir des réunions régulières, de se rencontrer, échanger autour de ces questions-là, ce qui a permis pour certains d'évoluer dans la manière dont ils concevaient la place des femmes au sein de la famille, au sein de leur couple. Donc suite à l'expérience ou dans le cours de l'expérience, nous avons mis en place une évaluation pour voir quels étaient les bénéfices et les désavantages de cette méthode. Et à ce moment-là, certaines femmes nous ont fait remonter que, finalement, parfois, elles étaient bien contentes d'avoir elles seules accès à l'information. Comme ça, elles pouvaient gérer comme elles le souhaitaient, par exemple, la prise de la pilule et leur contraception sans que leur mari soit trop au courant. Là, le fait qu'ils soient au courant faisait qu'ils avaient un regard un petit peu différent sur la pratique des femmes par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important en permanence d'avoir ce regard critique sur nos interventions, s'assurer que nos actions n'ont pas d'effet contre-productif, ce qui peut arriver parfois, même si ce n'est pas évidemment l'objectif initial. Médecins du Monde France ne propose pas des stratégies, n'impose rien. Et lorsque nous sentons que dans la communauté, cette stratégie que nous avons pourtant proposée doit être adaptée, il y a cette flexibilité dans la collaboration entre Médecins du Monde France et Afia Mama qui fait que nous n'avons pas une relation verticale, pas du tout, et aucune décision n'est prise par Médecins du Monde France sur le travail sans que Afia Mama soit impliquée dans le processus qui va aboutir à une quelconque décision.